Il y a, avec la notion de perversion narcissique, un point que je n'ai pas abordé dans mes posts précédents sur le sujet et qui, je crois, mérite d'être mis en avant. C'est un éclairage supplémentaire qui n'aidera probablement pas du tout les patients que je vais évoquer, tout au contraire, néanmoins qui devrait contribuer à une meilleure compréhension de certaines situations cliniques, situations difficiles pour l'analyste qui n'est pas au fait de la chose. Et en soulignant ce point, je pense à toutes les catégories de soignants et plus particulièrement à ceux qui n'auraient pas une expérience de la rencontre avec la perversion narcissique. Vous vous souvenez peut-être que derrière l'image du pervers narcissique, derrière ses comportements, derrière l'emprise, l'objectisation de l'autre, il y a d'abord une défense. Et quand je dis d'abord, entendons-nous. Je veux dire que c'est un mécanisme de défense qui crée le pervers narcissique. C'est un mécanisme de défense qui pousse un individu à devenir pervers narcissique. Alors je ne vais pas reprendre les raisons que j'ai déjà exposées et qui conduisent à cette nécessité défensive. Aujourd'hui, je veux insister sur les impératifs du mécanisme de défense lui-même. Prenons une illustration très simple. Un chevalier part à la guerre. Il porte une armure, un casque, les parties les plus fragiles, les plus vitales de son corps sont protégées par le métal, il est aussi lourdement armé. Ce chevalier est sûr de lui, il est sûr de la puissance de son harnachement. Il n'imagine même pas qu'il pourrait se retrouver face à un ennemi dangereux, ennemi plus puissant que lui, ennemi que nous pourrions nommer comment? Le fait d'être démasqué, le fait d'être jugé, d'être puni, d'être enfermé, d'être réduit dans sa capacité de prise sur les objets de son environnement, peur de perdre sa belle image de perfection auprès de tout son entourage. Cette crainte apparemment n'existe pas lorsque le pervers exerce avec succès son emprise sur l'objet de son choix. Seulement, il suffit parfois d'un rien pour qu'apparaisse, un doute sur l'apparente certitude de sa légitimité et de sa toute-puissance. Un peu, voyez-vous, comme si l'ombre d'une menace concernant la perfection de son armure s'imposait à ce chevalier. Eh bien, c'est cette crainte, pas forcément tout à fait consciente, pas tout à fait admise, qui conduit parfois des hommes et des femmes à consulter pour se plaindre d'un conjoint qu'ils accusent de perversion narcissique. Cette crainte, c'est la seule des deux raisons qui peuvent conduire un pervers narcissique à consulter. La seconde, je l'ai déjà évoqué préalablement, la seconde raison étant qu'il s'est cogné dans le réel contre une puissance plus forte que la sienne et qu'il s'est effondré. Alors, deux hypothèses se présentent à nous dans une telle situation. La première, c'est celle de la compréhension du mécanisme de la projection qui fait expulser sur le conjoint ce qui, là encore plus ou moins consciemment, apparaît au pervers narcissique comme insupportable, car cela révèle l'imperfection de son image. Bon. La seconde hypothèse, plus cohérente avec la toute-puissance de notre individu, c'est le risque. Le risque que lui fait courir la faille apparue dans son armure. Et donc le besoin de justifier son attitude auprès d'un tiers. Si le jeune thérapeute se laisse abuser
et se laisse prendre à ce piège. Il va inévitablement enrichir le fleuve de jouissance chez le patient. Et il confortera celui-ci dans l'illusion de sa toute-puissance.